Le plus court possible. Comme on a commencé, on va continuer, mais dites-nous votre nom et juste le nom de votre entreprise ou de votre société ou je ne sais pas quoi, sinon on ne va pas y arriver. Excusez-moi. Bon, on en a deux d'un coup là, je suis désolé, mais à vous. Merci. Ok. Merci. Allô? C'est Bertrand, il faut lui dire de venir. Allez. Non, tu dois t'asseoir là si tu veux bien. Même si à Toulouse, tout le monde te connaît, comme il y a des gens qui ne sont pas de Toulouse, si tu veux bien te présenter. Bertrand. Alors Bertrand Serp, je suis le vice-président chargé de la transition digitale de la métropole toulousaine. Merci beaucoup. Merci à tous. Donc, on va commencer. Je vais commencer par vous parler un peu d'un livre que je viens d'écrire, qui est le sujet de la conférence, en fait, de la table ronde. C'est qu'on essaye, je pense qu'il faut passer, je propose de passer de la Smart City. En gros, pour moi, il n'y a pas de ville intelligente, je le développerai un peu, je suis désolé de vous prendre à contre-pied tout de suite, mais on a besoin d'essayer d'aborder les villes intelligemment. Alors la première chose qui est importante, c'est qu'on est en ce moment dans la période de la pandémie et qu'on s'interroge sur le futur des villes. Et la première chose à faire, c'est de distinguer entre le court et le long terme. Premièrement, le court terme, je vous préviens tout de suite, ça va durer plus d'un an. Les histoires de vaccins, c'est de la connerie. Enfin, c'est pas de la connerie un jour, mais c'est de la connerie tout de suite, le temps qu'ils en fabriquent, qu'on ait testé, qu'il y ait un effet suffisant, qu'on ait confiance dans le vaccin. C'est pas donné. Alors, le Covid, c'était... Non, c'est pas là-dessus qu'il faut que je tape. C'était sympathique. C'était... Là, vous voyez, c'est un sanglier qui était dans les rues de Barcelone, à deux pas de chez moi, parce que j'habite entre Barcelone et Paris, à deux pas de chez moi. C'était sympathique, mais on a vu très vite les gens reprendre leur voiture, notamment parce qu'ils n'ont pas confiance dans les transports publics. Donc, il y a toute une... C'est un exemple de la complexité des choses. Et de toute façon, nous aurons d'autres pandémies, et peut-être qu'on les prendra au sérieux. Je vous rappelle que les pays qui ont le mieux réussi, notamment le Vietnam, la Taïwan et la Corée du Sud, sont des pays qui étaient passés par le SARS, qui avaient reconnu l'importance de la chose et qui s'étaient préparés, et donc qui ont pu réagir beaucoup plus vite. Il y a beaucoup de gens qui vous disent que ça ne sera plus jamais pareil. Ceci dit, jusqu'à présent, ce qu'on voit, c'est surtout une accélération de tendances qui existaient déjà.
les villes, les pistes cyclables, je vous en montrerai des photos tout à l'heure, et surtout, ce qui vous frappe, ou ce qui frappe un grand nombre d'entre nous, j'imagine ici tout le monde, c'est le travail à distance. Ça existait avant, et ça a accéléré plus que créé quelque chose de nouveau. Ce qui est important sur le long terme, c'est qu'on voit apparaître une peur des villes. Alors, pardon, je suis toujours dans mes conneries de me tromper d'ordinateur. Je suis désolé, c'est là-dessus qu'il faut appuyer. Alors, les gens ont quitté les villes. Et ce qui est frappant, c'est que les pauvres et les riches ont fait la même chose. Ça, c'est les gens qui quittaient Delhi. Et ça, c'est les quartiers. Vous voyez New York, vous reconnaissez Manhattan, le truc qui est tout en rouge. Les gens des quartiers les plus riches sont partis. Ça, c'est une photo des gens qui étaient partis au 1er mai. Alors, donc les gens ont quitté les villes et le marché de l'immobilier chute. Par exemple, le journal du dimanche d'il y a 10 jours, disait que l'offre des locations d'appartements meublés à Paris avait chuté de 67%. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, qui est une ville très universitaire, mais c'est très important. Et les jeunes sont rentrés chez eux, mais ça va les emmerder assez vite de rester avec leurs parents et vous allez les voir revenir et vous allez avoir des problèmes d'immobilier ou des problèmes de contamination, de contamination à prendre en compte. Alors, parmi les choses qui nous ont frappés, il y a... Ah merde, je suis désolé, j'ai trop le réflexe de taper sur mon ordinateur. On a ce dessin que j'aime bien, c'est la distanciation physique, qui est un truc de 100p, qui est une photo qui a été prise il n'y a pas longtemps sur les murs de Paris. Mais la distanciation physique, ça nous fait peur. Mais les épidémies ont eu en général, ont poussé les vies à s'améliorer. Alors, premièrement, voilà le masque du XVIIe siècle d'un médecin, beaucoup plus intelligent que nous, parce qu'il mettait des herbes dans le pic du masque. Et donc, ils avaient des bonnes odeurs au lieu de la puanteur des rues. Et dans les rues, on faisait tout, on jetait ces ordures, et nous y avons appris à gérer les déchets et les ordures. Donc nous avons amélioré les villes grâce à cela, et j'espère que bientôt, en tout cas, je ne sais pas si on continuera à porter un masque et à se dire bonjour en se touchant du coude, mais on se lavera les mains, et ce n'est pas une bonne chose. Ceci dit, les gens commencent à se dire que les villes ont perdu de leur attractivité. Alors, la première question, c'est celle de la confusion entre ville et densité. Il ne faut pas confondre. Premier exemple, les villes parmi les plus denses, comme Hong Kong, Séoul ou Singapour, ont bien géré la question de l'épidémie. Ça, c'est une photo que j'utilisais avant, mais c'était Songdo, ville intelligente, et à peu près à la même heure du matin, Séoul, dans un quartier très populaire. Et donc, Séoul est une ville extrêmement dense, dans lequel le contrôle s'est relativement bien passé. Si on veut un exemple aux États-Unis, à New York, il y a 15% des morts du pays pour 2% de la population. À Madrid, il y a un tiers des morts. Et si on parle de densité dans un même pays, dans une même culture, à New York, il y a 10 fois plus de gens et 250 fois plus de morts qu'à San Francisco, qui est la deuxième ville la plus dense du pays. J'ai vérifié hier soir, il y avait 101 morts à San Francisco, ce qui est extrêmement peu. Donc, ça n'est pas une question nécessairement de densité, et les villes restent le meilleur recours quand on a des problèmes de santé. C'est pour ça que les seniors y viennent. Et ce serait une erreur de revenir aux périphéries d'antan. Ça, c'est une photo de Mexico qui est relativement impressionnante. Et donc, il faut repenser la forme et la taille des villes. Dans les villes, on a un premier gros problème qui est très connu, qui est celui de la métropolisation des villes de plus en plus grandes. On a maintenant des mégalopoles de 200 millions d'habitants en Chine. Un jour, j'étais à Barcelone, et Richard Florida, qui est un théoricien des villes, nous a dit « Vous êtes dans la même ville que Lyon ». J'ai fait un bond sur ma chaise, et en fait, j'ai vérifié, c'est un concept qui existe. Et par exemple, il y a des corridors maintenant entre par exemple Delhi et Mumbai, où ici, il y a un corridor qui va de Oslo, en passant par Göteborg, Malmö et Copenhague au Danemark, et même des régions en Allemagne. Donc il y a des ensembles qui se dessinent et qui sont de plus en plus grands. Mais peut-être
que la taille de la ville est un problème, encore que quand j'ai demandé au patron de l'urbanisme à Singapour s'il voyait une limite à la taille des villes, il m'a dit, je ne sais pas, mais en tout cas, le vieillissement de la population va y contribuer. C'est-à-dire que le vieillissement de la population fait qu'il va y avoir moins de gens un jour. Et voilà. Ceci dit, la question de la forme me paraît extrêmement importante. Il y a deux formes de villes fondamentales, celle de l'étoile de mer, et en français on dit palétuvier, mais j'arrive pas à trouver le mot palétuvier sympathique, alors que mangrove, c'est un petit côté poétique qui me plaît bien. En tout cas, on voit bien la différence des images, la ville avec un centre et la ville avec plusieurs centres. Et si vous voyez, on voit Paris. Paris et Londres sont des super exemples de villes centrées. On le voit bien sur ces dessins du Grand Paris. Et ça, c'est de même qu'on voit le Grand Paris avec le métro et tout ça. Ça, c'est le réseau de rails de la ville du Delta des Perles, enfin de la région du Delta des Perles, c'est-à-dire Canton, Hong Kong, Macao, Shenzhen, c'est plus de 100 millions d'habitants. Donc on voit bien, et on voit bien qu'il y a des endroits qui sont, ça ne se répartit pas de la même façon. Alors, dans les choses sur le dessin des villes, il y a une question qui est assez importante. On constate bien entendu que les inégalités et les environnements, les questions d'environnement sont liées aux questions de santé. New York, alors une chose très paradoxale, la ville dans lequel, par tête d'habitant, on produit le moins de CO2 aux États-Unis, c'est New York. Même chose dans toutes les grandes villes. Plus les villes sont grandes, je reviendrai là-dessus, moins on produit de CO2 par tête d'habitant dans des cultures, dans des environnements qui sont comparables. Mais, et les villes les moins inclusives, donc ça c'est par rapport à l'environnement, les villes les moins inclusives sont les plus dangereuses. Et New York, pour garder le même exemple comme refrain, le loyer mensuel est de 5 000 $ US et la boutique de Victoria's Secret est de 1 million de dollars par mois. Elle paye son loyer de 1 million de dollars par mois. C'est donc une ville de riches. Il faut prendre en compte, donc dans le design, il faut aussi prendre en compte l'environnement. Ça, c'est un projet d'un architecte new-yorkais où il utilise la taille des immeubles pour faire circuler l'air plus facilement. Là, c'est les efforts qu'on a faits. Ça, c'est les rues de Rivoli avec l'accès aux piétons. Et ça, c'est une rue de Barcelone. Non, au vélo, pardon. Et une rue de Barcelone avec l'accès aux piétons. Il y aura donc sans doute une image et des efforts pour rendre les villes plus humaines. Mais il ne faut pas oublier que de maintenant à 2050, il y a 1 million de gens par semaine, pardon, que je ne dise pas de bêtises, 1 million de personnes par semaine qui s'urbanisent dans le monde. On regarde ça, on a l'impression que c'est impressionnant, mais il ne faut pas oublier ça, la moitié de l'humanité vit dans ce petit cercle. La moitié de l'humanité vit dans ce petit cercle, et l'urbanisation se fait beaucoup là-dedans. C'est pour ça qu'on peut parler d'urbanocène. L'urbanocène, c'est une formule d'un monsieur qui s'appelle Geoffrey West, et il montre que dans tout le vivant, toute l'idée de cette notion d'aborder la ville différemment, c'est que les villes sont des organismes vivants. Dans tout le vivant, quand on double de taille, on est plus efficace. Le métabolisme de l'éléphant est beaucoup plus efficace que le métabolisme de la souris. Alors, revenons un peu. Donc, la question, c'est... Alors, pour les villes, très important, quand une ville double de taille, sur tous les chiffres qu'on a dans tous les pays du monde depuis toujours, c'est-à-dire 200 ans, on constate que quand une ville double de taille, elle n'a besoin que de 85% d'infrastructures en plus, alors que le niveau de vie, les brevets, mais aussi les crimes, sont 115% plus élevés. Donc la ville est ce qu'on a trouvé de plus efficace pour des raisons sociales essentiellement. Voilà, excusez-moi, je me suis trompé, c'est ce que je viens de vous dire. En gros, pour le vivant des animaux, c'est 75%, et pour les villes, du fait des réseaux sociaux, des interactions sociales, c'est 85%, mais 115% en plus. Alors, quand on regarde les villes intelligentes, si vous faites, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, mais vous pouvez le faire aujourd'hui, si vous cliquez Smart City sur Google, vous allez trouver des images comme ça, des images complètement artificielles.
Or, je pense, et c'est alors ça, si vous, alors mon livre, c'est de la pub, mais c'est pas de la pub puisqu'il est gratuit. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur ce site. C'est sur Smart About City, comment rendre les villes intelligentes, comment aborder pas comment les rendre intelligentes, lapsus, c'est comment les aborder intelligemment. Le problème, c'est que les villes, et ça, je ne sais pas si ça doit être familier à certains d'entre vous, ça, c'est une ville dont je ne donne pas le nom, ça n'a aucune importance. C'est la structure d'une ville. C'est complètement en silo. On pense en silo et ça marche comme ça. Et donc, on ne tient pas compte de la complexité. Exemple du problème de complexité, ça, c'est le High Rise de New York. On a pris une voie de chemin de fer qui était surélevée, on l'a transformée en espace vert. Génial. 10 ans après, les buildings qui sont tout autour valaient 10 fois plus. C'est-à-dire, vous verdissez un espace dans la ville et le quartier devient plus cher. Vous créez donc de l'inégalité. Donc, si vous séparez les problèmes, vous n'avez aucune chance d'avancer intelligemment dans la gestion des questions de la ville. Donc, comment est-ce qu'on aborde plus intelligemment la ville? La première chose, on ne sait pas ce que c'est qu'une ville. Personne n'est capable de vous donner une définition de la ville. Et la Commission européenne n'est pas arrivée encore à se mettre d'accord sur une définition de la ville. Par exemple, si vous dites j'habite Paris, excusez-moi de Paris, je sais qu'on n'est pas à Paris, mais bon, j'ai les images sur Paris. Si vous dites j'habite Paris, vous pouvez dire j'habite ça. Ou vous pouvez dire j'habite ça que nous avons tout à l'heure. Ou vous pouvez dire j'habite ça. Mais en fait, la réalité de la vie de Paris, c'est ça. C'est une image de satellite de nuit de toutes les lumières qui indiquent comment on vit dans Paris. Donc, et quand vous dites j'habite Paris, si vous dites j'habite Paris dans Paris, peut-être qu'on va comprendre que vous habitez Paris et pas Montreuil, mais si vous êtes à Johannesburg et que vous dites que j'habite Paris, on ne sait pas dans quel endroit, de quel endroit vous parlez. Pour vous donner une image chiffrée des différences, une ville, c'est 200 habitants au Danemark, 2000 habitants au Kenya, 10 000 habitants au Kenya et 50 000 habitants au Japon. Alors, il y a des approches différentes de la ville, et notamment la ville en réseau, où on regarde les relations entre les villes et leurs régions. Ça, c'est une chercheuse qui s'appelle Nadine Catan, qui montre comment, au lieu de... Vous voyez, à gauche, c'est l'image traditionnelle de la ville, c'est un point. Et ça, c'est la ville archipel, c'est la ville en réseau. Je suis désolé de vous montrer une photo de Bordeaux, mais c'est Bordeaux qu'elle a étudié. Je suis sensible aux différences et aux nuances, mais on voit bien que quand on est maire de Bordeaux, on peut dire voilà ce que j'ai à l'intérieur, mais on se vend encore mieux. Ça vaut pour Toulouse, ça vaut pour Montpellier, ça vaut pour tout ce qu'on veut. Quand on dit j'ai un accord avec une université à Lille, je travaille avec une grosse entreprise à Grenoble, etc. Donc c'est une approche qui est complètement différente de la question telle qu'elle est posée d'habitude. Alors, tout ça nous invite à dire la ville, c'est complexe. Ça, c'est un dessin de HR. Et quand on dit c'est complexe, les gens ont peur. Je crois qu'en fait, on ne doit même pas avoir peur de la ville. Et je donne comme exemple la mère de famille, la charge mentale qui est juste au milieu, là, mais ça peut être le père de famille, mais c'est moins souvent le cas, qui est obligée, quand elle fait ses courses, de penser aux relations entre les produits, aux besoins de chacun de ses enfants, etc. La complexité, en fait, est une richesse, et je me permettrai de citer Johanna Roland, qui, en présentant ses vœux en 1919, a dit « Ni chair, ni poisson, juste ce qu'il faut pour faire une sirène. Voilà ce que Julien Gracq disait de Nantes. Oui, Nantes sait faire des paradoxes une force, de la complexité une richesse, des identités multiples, un horizon commun. » Donc, il ne faut pas avoir peur de la complexité, mais quand même, c'est difficile, et moi, je propose d'utiliser le terme simplexité, la notion de... Alors ça, c'est la ville complexe représentée par Geoffrey West, et je propose et dans les façons d'aborder les choses, simplement, il faut les aborder de façon évolutive, et ça, c'est pour parler toujours pas de Toulouse, parce que vous connaissez mieux Toulouse que moi, mais de Montpellier. C'est le garage qui a été fait, le parking qui a été fait à la gare, ou à l'ancienne gare, je ne sais plus où on en est, et qui est transformable. Il a été conçu de telle façon qu'il peut être transformé de garage en lieu d'habitation. Donc il faut commencer à penser, pour l'immobilier, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à une architecture qui peut se transformer. Alors qu'est-ce que c'est que la simplexité ?
La complexité, c'est trois choses. Moi, je pense qu'on peut parler de tout ce qui est approche systémique, de tout ce qui est complexité, avec trois termes seulement. Il y en a un qui est les interactions, c'est les interactions entre les éléments, c'est ça qui fait la vie. Ces interactions donnent une dynamique au vivant, et donc c'est pour ça que ça bouge, et c'est pour ça qu'il va falloir s'aboîter, s'adapter. Et enfin, les emboîtements, ils sont presque sans fin, et les exemples que je donne, ça commence par l'appartement, et ça va jusqu'au cosmos, en passant par l'immeuble, le quartier, la municipalité, la métropole, le département, etc. Tout ce que vous voulez. Et en gros, ce qui est très important, c'est que les catastrophes nous obligent à nous poser des questions, à nous reposer des questions par lesquelles on est parti ou on a fait sans s'en rendre compte. Pourquoi nous nous regroupons dans les villes depuis 6000 ans? Peut-être que comprendre qu'elles sont efficaces est une chose importante. Et comment pouvons-nous mieux les comprendre pour mieux les améliorer? D'où cette notion de les aborder intelligemment sans se dire c'est pas mon problème, c'est la ville qui est intelligente. Moi, je fais mon travail de maître de la technologie, c'est beaucoup plus que ça. Voilà. J'ai été un peu plus long que ce à quoi j'avais droit, mais j'espère ne vous avoir pas trop ennuyé. Et maintenant, nous avons, est-ce que nous avons en ligne Hélène et Muriel? Stéphane, Bertrand, est-ce que vous voulez vous asseoir là? J'avais demandé si on... Non, il n'y a pas de pitch. J'ai envoyé des mails à tout le monde, il n'y a pas de pitch. On fait des dialogues. On m'avait dit, Edouard m'avait dit que c'était promis qu'on pouvait faire des dialogues. Il n'y a rien de plus emmerdant que les pitchs. Pour tous les gens qui font des pitchs, moi le premier qui vient d'en faire. Non, ça ne sert à rien. Bon, alors je suis désolé parce que tous les mails que je vous avais envoyés n'ont servi à rien. On va demander à Hélène de nous faire son topo et ensuite et à Muriel et puis Stéphane et Bertrand. Finalement, les chiffres que vous apportez en disant que, au contraire, le modèle urbain semble être le modèle le plus efficace si on a un regard un peu historique d'évolution justement de ce système urbain. Donc c'est comment en fait ces choses-là vont pouvoir se mettre en place dans les prochaines années, sachant qu'on est tous moteurs de cette nouvelle dynamique. Est-ce que l'urbain reprend le dessus parce qu'effectivement plus efficace, ou est-ce que finalement il y a d'autres modèles quand même qui vont venir se Dans ce que je comprends, c'est moins une question d'urbain contre le pas urbain. Aujourd'hui, si on pense la population qui habite dans les villes, et encore une fois, on ne sait pas ce que c'est que les villes, on dit 60% de la population, quelque chose comme ça. Mais la population mondiale qui dépend des villes, c'est 90 ou 95%. Donc peut-être qu'il faut prendre l'urbain, tout est sous influence urbaine. Et la question n'est plus urbain ou nature. On fait de l'agriculture urbaine, on fait des forêts dans les villes. La question, c'est
la relation entre les deux, et c'est comment on aborde les deux en même temps, comme on prend la ville et comme on aborde la complexité de la chose, la ville, la nature, leurs relations. Et donc, c'est pas, on sait penser les choses, on ne sait pas penser ce qu'il y a entre les choses. Et je pourrais vous emmerder avec des trucs de philosophie qui remontent depuis très longtemps. C'est très important de voir ce qu'il y a entre les liens et l'image que je vous montrais. Voilà. Par exemple, ça, c'est une façon d'aborder la ville qui vaut pour tout le territoire français et qui vaut pour l'ensemble de la planète. On regarde les choses dans leurs relations, et à ce moment-là, il y a un gradient. Je connais une équipe qui travaille dans une université du nord de la France sur la création d'un gradient d'urbanité. Donc on passe de 0 à 100, mais il y a 0, il y a presque personne, et 100, bon, il y a plus de monde. Donc il y a la taille des villes. Et la réponse fondamentale, c'est la taille des villes. Ce n'est pas urbain ou para-urbain, c'est la taille des villes d'une part, qu'il faut remettre en question sûrement, et le design des villes, qui est une façon différente de l'aborder, avec cette différence entre le palais Tuvier que je montrais ou le centre. Le centre, c'est beaucoup plus pratique à gérer. Enfin, c'est des villes et de l'habitat, si je peux me permettre, aussi à proprement parler, parce qu'en fait, un des phénomènes, c'est que beaucoup de gens dans leur vie quotidienne, en fait, ont fait des choix d'habitation dans les villes, un peu par défaut, sans avoir véritablement toujours la capacité de choisir ce qu'ils veulent vraiment. Et la conséquence de ça, c'est que dans le cadre du confinement qu'il y a eu, les gens se sont retrouvés à court d'espace et à vouloir du coup des espaces plus grands. Et ça ne se trouve pas nécessairement en ville, parce que la production de ce qui est fait aujourd'hui ne répond pas forcément à ces nouveaux critères ou à ces nouveaux usages. Si je peux me permettre... Pardon, Bertrand. Non, je voulais juste rajouter par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Ce schéma, il est très intéressant. On peut prendre effectivement toutes les grandes métropoles françaises et voir l'interactivité avec les autres, entre elles, et puis avec les autres territoires. Je crois qu'il ne faut pas, par rapport à ce que vous disiez, opposer forcément deux styles de ville. Les villes, les styles de vie urbains et les styles de vie rural. Et en général, les métropoles, en tout cas c'est ce qu'on fait à Toulouse, on travaille en complémentarité avec l'espace qu'on appelle l'espace urbain toulousain. C'est bien en deçà de la ville et de l'aire urbaine toulousaine. Et ça illustre finalement ce schéma des interactions que l'on peut avoir et des relations que l'on peut nouer, à la fois d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue social, d'un point de vue écologique, d'un point de vue digital, avec l'ensemble des espaces urbains qui entourent nos grandes métropoles. Et aujourd'hui, voilà, je suis assez intéressé par... C'est une des plus ouvertes. Oui, plus ouverte. Et je suis assez intéressé par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur... vous dites, je n'aime pas ce vocable Smart City, vous avez raison, parce que c'est un vocable qui est, à mon avis, dépassé, qu'il y a longtemps qu'on utilise ce vocable, mais qui veut dire tout et n'importe quoi. Le schéma que vous présentiez tout à l'heure était intéressant en disant, quand je tape sur Google Smart City, qu'est-ce qui m'apparaît? Ce sont des buildings, ce sont des villes modernes, ce sont des villes qui correspondent, qui ne reflètent pas forcément ce qu'est aujourd'hui ce qu'on appelle une ville intelligente. Alors je ne sais pas si ville intelligente, c'est le vocable intéressant. En tout cas, c'est ce qu'est la ville de demain. Et pour ce genre de schéma qui n'illustre pas vraiment finalement ce qui est vraiment une ville intelligente, une ville de demain, une ville du futur. En tout cas, nous, à Toulouse, on a essayé de travailler différemment, et c'est un petit peu l'originalité de notre travail, c'est qu'on a vraiment associé les citoyens et les Toulousains et les métropolitains, bien en deçà des citoyens toulousains, et là j'en vois plusieurs qui ont participé dans cette salle, à cette co-construction avec le citoyen, la ville de demain, et aussi, bien sûr, les acteurs incontournables de nos villes, qui sont les entreprises, les grands groupes, et puis aussi, accessoirement, les startups, parce qu'elles font partie de l'écosystème qui permet le développement de nos grandes villes. Donc ces schémas Smart City, ça, pour moi, c'est dépassé, et c'est plus la réalité. Et aujourd'hui, la crise sanitaire du Covid nous a démontré aujourd'hui aussi que ce modèle, il est complètement différent, qu'il faut travailler différemment, et que on peut retrouver dans des villes, dans des grandes métropoles, comme la Skyline à New York, effectivement des fermes urbaines, des végétations en outrance, et ça peut, et c'est très bien, et il faut le faire,
Et ça peut repenser, comme vous disiez tout à l'heure, le modèle finalement de nos villes. Parce que nous, responsables politiques et publics, on a aussi ce souci de faire en sorte que les gens aient le choix de vivre en ville ou pas. Et le phénomène de gentrification, qui est un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, parce que quand vous arrivez dans des villes où il y a effectivement, de par la rareté du foncier ou du logement, les gens qui n'arrivent plus à se loger et qui sont obligés de partir en première, deuxième, troisième couronne des grandes métropoles, un peu dans le schéma, vous voyez, c'est peut-être bien, mais c'est peut-être aussi quelque chose de préjudiciable à la qualité de vie et au choix que vous pourriez faire. Et le fait de créer ces écosystèmes urbains avec des loyers et des fonciers, des appartements et des maisons qui deviennent trop chers, créer des inégalités sociales, et qui ils peuvent créer aussi on va se retrouver peut-être avec des métropoles qui seront excusez-moi l'expression, des ghettos de gens qui sont extrêmement riches et c'est un peu ce qui se passe à New York, qui peuvent se payer des appartements à 20 000 € le mètre carré ou 10 000 € le mètre carré. Bon, ça existe déjà. Ça ne se passe pas comme... Non, mais ça se passe... Ce que je veux dire, on n'a pas intérêt tous à aller vers ce modèle-là, parce que ça devient pas forcément intéressant. Ça veut dire qu'un Kidam, moi, par exemple, j'aurais plus le choix de vivre ou pas en ville. Si j'ai pas les moyens, je suis obligé de partir dans le rural. Et tout ça, ça peut être dupliqué à l'infini, parce que le rural, petit à petit, va aussi, bien sûr, maintenant, vous retrouvez plein de gens qui achètent des maisons, soit qui ont la possibilité, en tout cas, dans le rural, et qui essaient le plus proche des grandes métropoles. Et on peut essayer d'appliquer ce modèle à l'infini. Donc, ça peut poser un problème d'inégalité. Si vous me permettez tous les deux, en fait, si tout le monde sort de la ville, il va y avoir de la ville partout. C'est pas, on va avoir de la campagne et de la ville, c'est qu'on va avoir de la ville plus ou moins dense partout, d'où on retrouve la question du design. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Oui. Ce qui est horrible. Non, attendez, c'est le monsieur qui était derrière vous. Non, mais j'ai vu, oui, je me suis désolé. Plus fort, s'il vous plaît. Sur le temps de trajet, il y a une constante qui, si je ne me trompe pas, s'appelle la constante de Marchetti, que vous connaissez sûrement, qui est que depuis un siècle, les gens mettent 30 minutes pour aller de chez eux à leur travail, mais que ces 30 minutes faisaient 5 km, enfin 2 siècles, 3 siècles, faisaient 5 km et maintenant font 80, voire plus. Et dans les trains à grande vitesse chinois, ils peuvent être encore plus longs que ça. Ceci dit, j'ai posé souvent la question, j'ai jamais entendu une réponse sur la taille optimale. C'est pour ça que je pense qu'un déplacement de la question sur le design de la ville peut être intéressant. Sur le rapport entre les petites villes, les villes moyennes et les grandes villes, par exemple Montauban, Auch, Agen, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, enfin dans la région, et de voir comment on se déplace Par exemple, moi j'ai mis 2 heures en train pour venir de Paris à Bordeaux et 2 heures en train pour aller vous connaissez ça mieux que moi, pour venir de Bordeaux à Toulouse. Il y a toutes les questions du terre qui traverse ou qui traverse pas, etc. Il y a une question il n'y a pas de taille optimale sur laquelle on puisse se mettre d'accord. On constate qu'il y a des choses qui deviennent trop grandes et il faut aborder, je crois vraiment, cette question du gradient d'urbanité, du gradient d'urbanisation qui passe de 0 à 100. Est-ce qu'on est en contact avec ces dames ou pas? Après, pour moduler votre question, là, enfin, si je peux me permettre, pardon. Vous avez... Si vous... C'est-à-dire que les Parisiens, quand ils ont vécu à Paris, ils ont travaillé à Paris, et qu'ils viennent à Toulouse, ils ont l'impression de changer de vie. Parce qu'ils ont un gain en distance de transport, en temps de transport, ils sont moins les uns sur les autres. Voilà. Donc dans la mobilité, c'est quelque chose qui se fait plus facilement. Quelqu'un qui est de province, qui va monter à Paris, va trouver ça super au départ. Et au bout d'un moment, quand il va y travailler au quotidien, ça va lui peser, parce que à Paris, on fait facilement 1h30 de transport pour aller à son travail et 1h30 pour revenir. Et quand il y a les grèves, on devient fou. Bon, s'il vous plaît, elles sont en ligne et on a du mal à les avoir. Voilà. Hélène et Muriel,
Qui parle la première? Et en particulier à composer l'art danse dans la cité. Est-ce que vous m'entendez? Ça y est, on vous entend. Bon, alors, dites-nous, on peut commencer par Hélène peut-être, qu'est-ce que vous vouliez partager avec le groupe qui se trouve ici? L'idée, si on souhaite répondre à la question comment concevoir intelligemment la ville, donc l'idée, c'est de voir finalement quelle est notre expérience à Montpellier, justement pour accompagner cette construction et cette conception de la ville. Et donc l'idée, c'est peut-être de partager la méthode que l'on met en place, comme sur d'autres territoires. Hein, et l'idée, c'est de faire un retour d'expérience sur ce processus qui est en marche depuis quelques années et finalement qui est en permanence en transformation, en lien avec les acteurs du territoire, que ce soit des chercheurs, ça a besoin des éclairages des chercheurs, et également des entreprises. Nous vous écoutons. Du coup, si on veut témoigner particulièrement sur quelques expériences qui ont associé des acteurs de territoire, en fait, notre approche, visiblement, c'est d'être ce sas un peu de transformation, d'être en veille en permanence sur ces nouveaux usages dans la ville et accompagner les différents acteurs pour faire des expérimentations, pour mieux comprendre en fait ces nouveaux usages. Et aujourd'hui, la présence de Muriel est finalement l'illustration de la méthode où finalement on travaille pas simplement sur le champ de la mobilité, sur le développement durable, sur le développement économique, sur l'eau, enfin, quelles que soient toutes les politiques publiques portées par la collectivité, mais bel et bien de faire rencontrer, être à la croisée des chemins entre ces différents champs. Et le travail qu'on mène avec Muriel, qui est qu'une illustration, hein, parce qu'on a différents projets, c'est vraiment comment on investit l'espace public à travers différentes compétences et à différents acteurs. Et finalement, la danse et le travail chorégraphique permet à la fois de travailler sur l'identité du territoire, enfin, parce qu'il y a une mémoire autour de la danse sur les territoires de Montpellier. Je rappelle, c'est 40 ans de Montpellier Danse. Et en même temps, c'est le quotidien des habitants qui ont traversé cet espace public. Et donc l'idée, c'était de faire rencontrer en fait ceux qui travaillent sur l'aménagement, la valorisation de l'espace public, avec des expériences qui sont développées comme des acteurs comme Muriel. Et comment faites-vous cela? Alors comment on fait? Justement, c'est d'arriver à trouver d'une manière un peu très technique des leviers juridiques, organisationnels pour mettre en lien en fait, tous ces acteurs. C'est pas forcément simple, c'est pas forcément dans les livres de méthodologie classique de projet, parce que il est nécessaire de dépasser les silos, et parfois il y a des fiefs très forts, même au sein des collectivités. Donc ça, c'est des processus qui demandent du changement. Parfois, quand il y a changement, il y a frein parce que ça fait peur. Et le travail, par exemple, qu'on mène avec Muriel est intéressant parce que ça met sur la table
ces approches un peu transverses et ça modifie ça permet à la culture de changer de braquet, ça modifie aussi les acteurs qui travaillent sur l'espace public. Et c'est à travers un projet comme ça, on crée des espaces de rencontre. Je préfère que Muriel présente son projet. Euh, alors, donc, du coup, le projet qui est en cours, le projet qui est donc en cours d'expérimentation avec la métropole est le suivant. On s'est pas reposé, mais en tout cas, on s'est saisi de l'anniversaire du festival de Montpellier Danse à Montpellier, donc 40 ans de danse à Montpellier, pour évoquer cette histoire de la danse. Est-ce qu'elle est toujours vivante dans la cité, dans la mémoire des habitants? Peut-être est-ce qu'on a encore des traces qui sont peut-être des stigmates dans les murs, dans les rues, sur les toits, partout où c'était possible de la retrouver dans l'espace de la cité. Et on s'est demandé comment est-ce que ce serait possible de la réactiver, c'est-à-dire peut-être non pas d'en faire un patrimoine, mais plutôt d'en faire comme des actes de commémoration, de saisissement en fait, d'intégration et d'incorporation de ces danses. Et du coup, via la réalisation, en tout cas la conception d'une application web, on invite des artistes à se poser la question de comment l'histoire résonne dans leur corps aujourd'hui et comment est-ce qu'ils pourraient transmettre cette mémoire à des habitants d'aujourd'hui pour que finalement la boucle de mémoire en mémoire s'active. Voilà. Après, je peux répondre à vos questions, mais pour en faire simplement le compte rendu, je dirais qu'il vaut mieux s'arrêter là pour commencer. Est-ce que on va essayer? Si ça marche pas, on va continuer à discuter parce que c'est très compliqué avec le décalage. Est-ce que, en plus, on ne les voit pas, vous ne les voyez pas là-dessus. Est-ce que quelqu'un aurait une question à poser à ces dames de Montpellier? Bon, Hélène et Muriel, c'est très compliqué d'avoir un dialogue avec cette technologie. Donc, on va continuer à essayer de dialoguer ici. Et si vous entendez nos conversations et que vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas. Par exemple, Hélène, si tu veux, tu peux m'envoyer un message sur mon téléphone et j'essaierai de le relayer. Donc, on va reprendre quelque chose d'un peu plus vivant ici, si vous me le permettez, parce que sinon, ça ne pas du tout. Stéphane avait été intéressé par aborder un thème qui s'applique, une question qu'on peut vous poser à tous les deux, l'un après l'autre, c'est comment faire travailler ensemble, et si vous l'entendez, mesdames, vous pourrez y répondre, comment faire travailler ensemble les acteurs de la ville autour de projets concrets de quartier. Donc quand on parle d'un quartier, on parle d'un truc qui est, dans ma définition, complexe, et on a ce genre de problème. Alors Stéphane d'abord, Bertrand ensuite, Alors, je pense que Bertrand est nettement mieux placé que moi pour détailler le sujet. Mais si je fais un petit focus sur la ville de Toulouse. Ces dernières années, Toulouse a lancé, on va dire de façon un peu systématisée sur l'ensemble des projets urbains, des concertations avec les mairies de quartier, les associations, de façon à fédérer un maximum de personnes autour des projets, puisque évidemment, par définition, quand on fait des programmes immobiliers, quels qu'ils soient, que ce soit du logement, du bureau ou quoi, on va modifier l'environnement. Et donc, on va forcément insatisfaire des gens qui habitent à proximité de ces endroits. En général, avant même que ce soit sorti de terre ou qu'ils connaissent le projet, par définition, il y a du changement, donc ça perturbe. Donc pour éviter et pour justement au contraire aller dans l'intérêt de tous, la ville de Toulouse a organisé des concertations
nombreuses, hein, je crois, parce qu'il y a eu tout un tas de travail de fait sur les programmations au sein des quartiers avec les maires, encore une fois, et tout un cahier de mesures diverses et variées qui ont été mises en place. Et évidemment, la concertation, qu'est-ce que c'est? La concertation, c'est arriver d'abord à mettre tout le monde autour de la table pour que les gens se parlent sans s'énerver, calmement, que chacun défende ses positions. Il y a un jeu évidemment de convaincre et d'écoute. Et c'est vrai que, alors moi je vais me placer côté des opérateurs. C'est vrai qu'ils sont souvent regardés comme les vilains petits canards parce que c'est eux qui catalysent, on va dire, le permis de construire ou l'acte de construire. Et nous, on accompagne les opérateurs et bien souvent, effectivement, ils sont confrontés à plus de refus, d'acceptation de leurs projets. Et pourtant, j'ai tout un tas d'exemples, moi, de concertation où vraiment il y a eu des travails de fond avec les associations. Mais même au bout du bout, finalement, ça convient encore pas à quelqu'un. Donc, évidemment, arriver à avoir un compromis global sur des opérations, c'est très compliqué. Et c'est là où, après, le décisionnaire politique a son rôle dans l'arbitrage, quelque part, du développement de sa ville. Bertrand. Oui, alors bien sûr, je ne peux que souscrire de ce qui a été dit. Alors, deux choses. Concernant les usages et l'innovation, sur la ville de Toulouse, on a travaillé pendant ces années sur la Smart City à travers cette co-construction publique-privée, bien évidemment, et très citoyenne. Les consultations des citoyennes se sont faites régulièrement sous forme avec un outil qui s'appelle Laboratoire des usages, qui est lui-même installé ici, qui permet effectivement, avec des focus group identifiés ou identifiables, de pouvoir réfléchir ensemble sur cette co-construction de la ville de demain. Ça s'est fait en partenariat public-privé, à la fois avec, vous en parliez, les grands groupes, mais les citoyens et les pouvoirs publics. Et on arrive à trouver des consensus sur des innovations que l'on souhaite développer sur la ville de Toulouse en termes de transition écologique ou autre, puisqu'on parle beaucoup de transition écologique aujourd'hui, sur comment verdir mieux les espaces minéralisés sur la ville et comment travailler sur cette ville plus efficiente d'un point de vue des mobilités aussi de demain. Ça, c'est un travail qui marche bien. Il y a eu plus de 175 000 personnes sur 5 ans qui ont été consultées sur un certain nombre de sujets de la ville de demain et complétées aussi par une plateforme que l'on a mis en place, digitale, qui s'appelle Je participe toulouse.fr, qui permet aussi de consulter les citoyens sur l'ensemble des grands programmes ou des grands projets toulousains et de recueillir leur vue du projet pour essayer d'amender ou pas les projets. Après, je vais donner un exemple peut-être plus complet sur justement les problématiques d'aménagement urbain et comment penser la ville de demain. Comme à Paris, on a un certain nombre de friches toulousaines à Toulouse et qui ont effectivement qui avaient vocation à rester dans un état délabré. On a décidé de réhabiliter ces friches urbaines, ce qu'on a appelé des friches urbaines, avec des appels à projets publics-privés, où on a dit, voilà, par exemple, la crypte Saint-Aubin, qui se trouve pas très loin d'ici, c'est une crypte aujourd'hui qui est désaffectée, désacralisée. Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on la laisse comme ça ou est-ce qu'on permet, avec donc un partenariat avec un promoteur, un aménageur, les pouvoirs publics et puis des animateurs, de pouvoir en faire un lieu consacré au numérique ou aux startups ou autres? C'est un exemple. Alors ça, c'est qu'on a dupliqué ça sous forme de 15 grands projets. Ça s'appelle Dessine-moi Toulouse, dans toute la ville. Et ça a permis de réaménager ou de réhabiliter des espaces qui avaient tendance à être inoccupés. Et ça c'est fait en concertation avec comment dirais-je, les proches habitants, les habitants du quartier, et même pas que les habitants du quartier. Chacun a pu donner son avis pour, contre, on voudrait ça, on voudrait qu'il y ait dans cet espace
tel accueil, qu'on puisse avoir une ouverture sur le quartier, qu'on puisse avoir un espace pour les seniors. Et ça a permis de développer des projets assez intéressants. On est au début de cette programmation. Ça permet aussi de repenser la ville différemment et de créer des espaces qui, jusqu'alors, n'auraient pas pu exister. Pourquoi ? Parce que c'est un financement qui est compliqué, les collectivités ont de moins en moins d'argent, et tout donner au privé non plus, ce n'était pas la solution. Donc cette concertation, à mon avis, nous a paru la solution la plus intelligente. Alors c'est un peu différent de Paris, parce que nous, on a souhaité que dans ces sites, ces 15 sites métropolitains, il y ait des projets derrière, et que l'on puisse identifier dès le début les projets, parce que je crois qu'à Paris, ils ont un peu donné les sites, sous forme de bail amphithéotique ou autre, peu importe les mécanismes qui ont été mis en place, sans trop se préoccuper de ce qui allait se passer. En tout cas, nous, on a un peu orienté, si vous voulez, la concertation, en disant, on pense que dans ces lieux, ça serait bien de faire telle ou telle chose, de travailler sur la santé, le e-sport, en fonction des quartiers, en fonction des spécificités des quartiers. Et puis les projets sont arrivés petit à petit, se sont consolidés avec les porteurs privés, et on est arrivé à présenter devant un jury. Moi, j'ai assisté à certains jurys, en particulier la crypte toulousaine de la Saint-Aubin, où il y avait à la fois des citoyens, à la fois bien sûr le représentant de l'Église, puisque c'est une crypte, il y avait la métropole, il y avait les porteurs de projets privés, et tout ça a été, tout le monde s'est mis d'accord pour choisir les projets, et en conformité bien sûr avec le PLIH, et tout ça nous a permis d'avancer sur comment dirais-je, un nouveau visage de la ville. Alors, et comment réglez-vous les contradictions entre les gens évoquées par Stéphane ? J'allais venir. C'est compliqué. Alors justement, là, on se trouve sur une contradiction, parce que c'est compliqué d'avoir des intérêts très différents qui parfois se retrouvent dans un lieu avec une ambition commune. Mais l'intelligence collective fait qu'on arrive toujours à un consensus. Et puis là, c'est vrai que c'est quelque part aussi l'élu qui est mandaté aussi pour prendre des décisions et pour trancher in fine. Donc c'est comme ça qu'on avance, parce que sinon on n'avancerait pas. Parce qu'entre les intérêts, par exemple, pour la crypte Saint-Aubin de l'évêché de Toulouse, et les intérêts des startups de la mêlée, et les intérêts des habitants du quartier qui veulent un espace senior ou je ne sais quoi, ou une crèche, c'est vrai que c'est compliqué parfois. Mais on va dire la métropole est là aussi, la ville et la métropole est là aussi pour dire ce qu'elle pense être bien pour ce quartier. Et finalement, on arrive à trouver toujours un consensus. À mon sens, d'ailleurs, la position du gouvernant de la ville, dans la ville intelligente, nonobstant le fait que peut-être la ville va être bourrée de technologie et tout ça, mais il y a quand même une question de fond sur le rôle du dirigeant de la ville qui doit garder la main sur ça. C'est-à-dire que dans tous les cas, la ville de demain, elle aura beau être intelligente, elle ne va pas s'administrer toute seule. Ceci dit, si vous me permettez, tout ce que je vois qui me paraît intéressant dans le monde va dans une direction très différente de la direction française. On ne conçoit pas les choses ici sans l'État, et quand l'État ne nous convient pas, on proteste, on manifeste dans la rue, mais on ne conçoit pas de faire les choses tout seul. Et je pourrais vous donner beaucoup d'exemples. Je vais commencer par un exemple sur la solution des difficultés évidentes. C'est une architecte franco-chilienne qui s'appelle Carmen Santana, celle qui a fait le parking de Montpellier dont je vous ai montré une photo, qui a transformé une ZAC du Paris qui s'appelle la zone Gagarine-Trouillot. Et alors, il y avait un quartier à refaire complètement au point de vue architectural, puisqu'il n'y avait plus d'industrie dans le coin et qu'il fallait repenser les choses. Alors, tout le monde a dit, question dont nous sommes partis, on veut des espaces verts. Non, et quand on disait aux gens, quel type de maison voulez-vous ? Ils disaient des pavillons. Et ensuite, on leur demandait, qu'est-ce que vous voulez en plus ? Des espaces verts. Alors, ils ont pris un jeu de Lego, ils ont montré que si on mettait tout le monde en pavillon, il y avait ça d'espace vert. Alors, avec le jeu de Lego, ils se sont rendus compte que si on mettait 4 ou 5 étages, ils pouvaient avoir des espaces verts. Et donc, sur ce genre de pratique, ils sont arrivés à quelque chose qui met plus de temps, mais qui a bien marché. Et en gros, par rapport à ce que disait Bertrand, une des choses que je trouve
extrêmement importante. On parle de PP, public-privé. Mais moi, je parle de PPP, public, privé, population. En anglais, on dit people. C'est-à-dire, non pas simplement des gens qu'on me consulte, mais comme des gens qui sont essentiellement là-dedans. Dans la ville d'Athènes, j'ai parlé de la zone Gagarine-Troyo, j'ai interviewé longuement, puis je suis allé voir. Il y a une femme qui est devenue la responsable de cette partie du développement urbain, et elle avait fait un espace, non pas où la municipalité disait voilà ce qu'il faut faire, mais où les gens disaient voilà la friche qu'on voudrait travailler. Et ils ont fait travailler tout le monde à la définition du processus. En gros, une des questions qui se pose, ça n'est pas comment, parce que ça, on connaît ça depuis 6000 ans, comment l'autorité développe un projet en associant les gens, c'est comment les gens disent voilà ce que je veux faire. Et un des gros problèmes dans toutes les villes du monde que je connais, mais particulièrement en France, un des gros problèmes, c'est quand on fait des réunions de quartier, et j'ai entendu beaucoup de responsables municipaux qui m'ont dit on fait des réunions de quartier, tout le monde ne vient pas et c'est toujours les mêmes qui parlent. Et donc le défi, et vous le savez aussi bien que moi, le défi c'est comment on bouge ça, comment on secoue ça. Alors il y a un travail qui est fait par un type qui s'appelle Zaid Hassan, qui est un Indien musulman né à Londres et qui a écrit un bouquin, si vous lisez l'anglais, il n'a pas été traduit en français, qui s'appelle Social Lab Revolution, la révolution des laboratoires sociaux, et qui montre comment on fait des processus à très long terme. Et dans les choses qui sont intéressantes, c'est on prend toutes les parties prenantes et on essaye d'éviter de la façon la plus hétérogène possible, et on essaye d'éviter les hiérarchies. Et avec du temps, on commence à arriver à résoudre les problèmes. Et j'ai vu à Lausanne, en Suisse, donc c'est pas à l'autre bout du monde et c'est pas un truc théorique, des gens qui ont mis 12 ans, c'est la question du temps qui est essentielle, à transformer un quartier en quartier écologique. Et à chaque fois, excusez-moi de vous le dire comme ça, à chaque fois qu'il y avait une réunion, les responsables de la municipalité sortaient. C'est-à-dire qu'il laissait les gens discuter entre eux et après, ils revenaient pour savoir ce qui s'était passé, ce qui s'était dit. Donc il y a des approches qui sont très différentes dans un grand nombre d'endroits et qui contribuent à cette façon différente d'aborder les questions urbaines. Mais j'imagine... Qui ça? Ah, très bien. Excusez-moi. Donc, Oui, je suppose que je dois pouvoir prendre la parole. C'est bizarre parce que le son coupe. Donc, je suis Muriel Piquet, toujours l'artiste. Et je voulais intervenir précisément sur la façon dont on pourrait prendre la question de la culture patrimoniale, comme on pourrait prendre la question de la direction d'une cité peut-être, si on peut me permettre de faire la parallèle. Lorsque le temps passe et qu'on conçoit des œuvres sous la forme de projets et qui deviennent donc des œuvres plus ou moins reconnues et plus ou moins appréciées, quelque chose disparaît au fur et à mesure que le projet, donc l'œuvre a été réalisée et créée, elle disparaît dans le même temps. Bon, bien sûr, moi je parle de danse, donc la danse n'existe que dans le moment. Elle ne reste pas comme un nom d'une rue ou comme quelque chose qui a lieu sur le territoire en dur, on pourrait dire. On est vraiment dans de l'éphémère. Et du coup, la question de comment faire que cette histoire qui a eu lieu dans le projet puisse perdurer, pour moi, elle s'apparente à la question de la participation aussi citoyenne ou politique qui pourrait advenir dans le développement de nos cités. Est-ce que vous arrivez à en voir la parallèle? Je l'espère. Mais je vais au moins continuer là-dessus. La question se pose alors de comment est-ce que l'histoire de la danse pourrait reprendre corps dans le corps de chacun. Ben, c'est en acceptant de perdre l'histoire qui a eu lieu sur un moment M, mais en acceptant qu'elle se transforme par le corps de chacun. Plus elle se transforme, plus en fait cette histoire se multiplie. Et c'est ça finalement tout l'enjeu, c'est de multiplier l'histoire pour qu'elle devienne non pas une histoire symbolique, mais une participation d'histoire, une multiplicité et une diversité d'histoires. vous avez suivi? C'est difficile à entendre. Moi,
C'est pas de ta faute. Voilà. Bon, merci pour cette contribution. Mais nous n'avons pas tout entendu, pour être très honnête, donc c'est pas une mauvaise volonté de notre part. On ne comprend pas très bien, la qualité du son n'est pas top. Je vous ai un peu bousculé exprès parce qu'il faut que ça bouge un peu. Vous avez peut-être des choses à dire face aux inepties que j'ai proférées. Non, juste pas d'ineptie du tout, au contraire. Ce phénomène dont vous parliez tout à l'heure, c'est véritablement un choix. Et la verticalité, par exemple, c'est ça. Aujourd'hui, on peut dire que c'est plus écologique de faire des buildings hauts, de la verticalité, que de faire des maisons. Parce que forcément, vous logez plus de personnes et vous avez plus d'espace vert autour de votre building. Et maintenant, on peut même végétaliser les buildings. Donc, cette tendance qu'on voit ici, on est plutôt en train de la reproduire. Bon, pas encore à Toulouse, bien qu'on ait la tour d'Aquitanie qui soit un projet. Mais il est possible que dans quelques années, ces schémas-là se retrouvent, ça existe déjà à New York, dans les grandes mégalopoles, mais en France, dans beaucoup de villes. Et votre petit schéma là, en araignée, là, pourra se retrouver un peu perturbé par ça. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Puis après, il y a un concept assez intéressant que votre, alors, je ne sais pas si on peut dire collègue, ou en tout cas ami, Carlos Moreno développe, c'est la ville des quarts d'heure. La ville des quarts d'heure, c'est quoi la ville Amis et collègues. Amis et collègues. Alors, je ne sais pas trop entre spécialistes. Je ne suis pas nécessairement d'accord sur la ville du quart d'heure, mais je vous en prie. C'est pour ça que je le dis. C'est pour ça que je le dis, mais bon, je le dis. Le concept de la ville des quarts d'heure. Alors moi, je ne suis pas spécialiste. Vous connaissez le concept de la ville du quart d'heure ? Est-ce que vous voulez expliquer ? Alors, j'aimerais bien votre version comme ça. Après, peut-être. Je vais dire moi ce que j'en ai retenu. En tout cas, la ville des quarts d'heure, c'est comment, très synthétiquement, permettre à un citoyen d'être un quart d'heure de tout ce qui peut faire sa vie de tous les jours. C'est-à-dire, vous habitez dans un quartier, vous devez pouvoir vous loger, vous nourrir, bien sûr, vous soigner, vous faire soigner, aller à la crèche pour vos enfants, à l'école, votre travail, tout ça, un maximum un quart d'heure de votre domicile ou de là où vous logez. Ce qui implique une réorganisation, bien sûr, de l'espace urbain, du logement, des espaces publics, des espaces privés, et tout, de repenser la ville complètement différemment, notamment en termes aussi des mobilités. On parlait de verticalité tout à l'heure, et c'est un moyen que je trouve assez intéressant de pouvoir, selon moi, lutter notamment contre la gentrification et aujourd'hui ce phénomène qui fait que de plus en plus de gens n'arrivent plus à vivre, à se loger et à travailler dans les grands centres urbains et dans les grandes métropoles. Ils sont obligés de partir dans les premières et deuxièmes couronnes. Voilà, donc c'est un concept qui est particulier, mais qui semble assez intéressant. Mais je sais que vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur... Non, alors, encore une fois, ce n'est pas de la pub. J'ai interviewé Carlos Moreno sur la ville du quart d'heure dans mon bouquin. Donc vous pourrez voir si ça vous amuse. En gros, quand je l'ai interviewé, j'ai trouvé que l'idée était fascinante. Et j'aime beaucoup ce que fait Carlos, et donc j'en ai parlé. Puis après, j'ai commencé à me réfléchir en me disant, mais c'est quand même, la ville, c'est plutôt ça. C'est-à-dire, c'est plutôt ces réseaux qui sont ouverts, où ça n'est pas seulement l'un, c'est l'un et l'autre. Et il se trouve que ce matin, j'ai vu un tweet d'un auteur américain qui a écrit sur les villes intelligentes il y a très longtemps, qui s'appelle Anthony Townsend, et qui dit « Hidalgo n'a rien compris ». Parce que l'essence de la... Je cite à peu près le tweet, enfin il était plus gentil que moi parce que moi je suis brutal, mais il dit l'essence de la ville c'est d'aller pour rencontrer des gens, pour faire des choses, pour avoir des contacts avec partout. Et si on transforme en truc du quart d'heure seulement, on n'a pas ça. Alors la question que j'aimerais poser à Carlos la prochaine fois que je le verrai, c'est comment il réfléchit, parce que je suis sûr que ça ne peut pas être que la ville du quart d'heure. Donc conceptuellement même, comment on intègre la ville du quart d'heure dans l'archipel urbain, et c'est encore une fois la même chose, on n'oppose pas une chose, la ville du quart d'heure, à une autre chose, l'archipel urbain, on essaye de voir comment on tisse quelque chose qui permette aux deux dimensions d'exister en même temps. Est-ce qu'il y a des questions à poser à ces messieurs? La salle a toujours beaucoup la parole, mais pas toujours les mêmes. Oui.
Avec le masque, on a plus de mal, mais sinon, c'est pas bien. Alors oui, des exemples, on en a plusieurs. On travaille beaucoup, par exemple, à Toulouse, sur les mobilités. Attendez, une seconde, on me demande de répéter la question dans le micro. Donc la question, j'ai été un peu interrompu, mais c'est est-ce que vous avez des exemples concrets? On en a assez de vos considérations générales et je suis le premier coupable. Mais Bertrand a la gentillesse de répondre et il va nous donner un exemple concret ou deux. Je peux donner un exemple concret puisque ça concerne les mobilités, donc les transports du futur. On a beaucoup travaillé sur le véhicule autonome à Toulouse. D'ailleurs qui a été expérimenté ici avec une start-up toulousaine qui s'appelle EasyMile sur cette esplanade devant. C'est une expérimentation que l'on a menée en 2 temps. Une première fois sur une ville de la métropole qui s'appelle Pibrac, donc un milieu plutôt, on va dire, rural, petite ville, périurbain, et ici, un côté urbain. Et concrètement, ce véhicule autonome, il existe sur le site de l'Oncopole. Il permet d'aller d'un point A à un point B complètement indépendant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de personne à l'intérieur, c'est géré par un ordinateur, ça fonctionne, ça marche bien, et c'est ce type comment dirais-je, de mode de transport que demain on aimerait dupliquer sur, par exemple, on a la navette, la petite navette électrique du centre-ville, je ne sais pas si vous êtes toulousain en fait, qui fait le centre de Toulouse, qui a un succès fou, qui marche très très bien, surtout avec un public plutôt senior plus, mais qui coûte très cher et qui, parce qu'il y a un chauffeur, parce qu'il y a toute une organisation, et demain on pourrait imaginer, maintenant que ça existe, on le fait pas qu'à Toulouse, il y a d'autres villes, bon, mais on le fait, on le dupliquer dans le centre très rapidement. C'est d'ailleurs l'objectif de Tisséo. Donc ça, c'est du concret. Bon, quand on fait des canopées, deuxième exemple, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu ces canopées urbaines à Saint-Cyprien, ce sont ces structures en carbone qui sont comme des arbres, comme à Singapour, où on fait pousser des plantes dessus parce qu'on ne peut pas donc creuser, parce qu'en dessous il y a un parking sur une place qui est un îlot de chaleur. Ça permet d'avoir de l'ombre, de créer ici de l'environnement écologique et de pouvoir aussi faire des relevés de données et de lutter contre les îlots de chaleur. Et plus globalement, on a mis en place en juillet 2019 à Toulouse une plateforme d'intelligence artificielle, parce qu'on peut parler d'intelligence artificielle aussi, dans la Smart City, sur les données publiques et privées qu'on est en train d'analyser et de mixer, avec notamment des partenaires comme Indigo pour les parkings, pour après créer des usages, pour donner aux Toulousains la possibilité, quand vous voulez rentrer dans une ville, de regarder sur une application, par exemple, ou une API, quels seront les parkings qui seront disponibles ou pas, quel sera le moyen le plus intelligent pour aller dans le centre-ville de Toulouse ou laisser votre voiture à l'extérieur ou prendre votre voiture parce que vous êtes sûr que vous avez une place et que vous n'avez pas de problème de circulation. Ça, ça existe déjà sous forme d'appli toute simple, mais demain, avec l'intelligence artificielle, demain, c'est 2021, puisque la version alpha, finale va sortir. Donc, vous pourrez avoir ce genre de service et ce genre d'usage. C'est pas que du gadget, ça permet aussi de mieux vivre dans les villes, de mieux vivre ces mobilités et de pouvoir ainsi être plus efficient dans la transformation numérique de nos villes. Moi, je voudrais vous donner quelques exemples. J'ai contribué à lancer les prix de l'innovation urbaine par le journal Le Monde et qui ont duré 5 ans, et on a donné des prix chaque année à des gens en France et des gens dans le monde. Et quelques-uns des prix. Alors, donc, la notion fondamentale du concours, c'était il n'y a pas de ville intelligente, il y a des projets qui aident à améliorer les villes. Quelques projets que nous avons salués. Le premier, vous allez nous en vouloir, c'est un gars qui avait inventé une trottinette. C'était avant qu'on parle de trottinette ici, une trottinette pliable et avec un truc pour mettre ses courses dedans. Donc, on arrivait au magasin, on pliait la trottinette et on allait faire ses courses, on mettait les choses dedans. Ça a l'air ridicule, mais juste après, ou en même temps, je ne sais plus,
On a donné un prix à une ville de Pennsylvanie aux États-Unis qui avait mis de l'intelligence artificielle dans les feux rouges. Et donc, ça permettait une réduction de 20% de la production de gaz à effet de serre parce que ça se faisait exactement en fonction du trafic. Et un troisième exemple, pour ne pas vous en donner trop, on a donné un grand prix à une initiative à Lagos au Nigeria où ils avaient bidouillé des bicyclettes avec un grand montant, enfin avec un petit chariot, un grand montant en fer qu'ils avaient forgé eux-mêmes, des immenses sacs en plastique pour récupérer les ordures. Et donc, parce que le problème des ordures est terrible. Et donc, les gens qui ont tous un téléphone portable, ou énormément de gens ont un téléphone portable, demandaient qu'on vienne chercher les ordures à leur endroit et ça permettait à mieux dégager les ordures. Donc, en gros, il y a énormément de projets qui permettent d'améliorer les villes dans plein de dimensions, comme l'a dit Bertrand. Et voilà. Une autre question? Oui. Alors, vaste problème. Alors, il y a effectivement, par rapport à la loi Elan, un programme de réhabilitation, de rénovation du patrimoine urbain. Alors, surtout que j'ai une autre casquette, je suis président de Toulouse Métropole Habitat. C'est en fait l'office d'HLM de la métropole toulousaine. Et dans le programme de notre patrimoine donc immobilier, nous avons effectivement cette volonté de rénovation de ce patrimoine en fonction des certifications et des exigences qu'impose la loi aujourd'hui. Donc ça, c'est un vrai travail qu'on a commencé à mettre en place et qui va progressivement, c'est un des 3 axes d'ailleurs que j'ai souhaité dans la présidence que je commence aujourd'hui sur la mandature, c'est effectivement la rénovation urbaine de notre patrimoine en fonction des critères écologiques que nous vivons aujourd'hui. Après, il y a des initiatives très ponctuelles. Je parlais tout à l'heure des canopées. Ça peut paraître un peu comme ça gadget, mais croyez quand on ne peut pas planter d'arbres, qu'on ne peut pas, parce qu'il y a des raisons X ou Y, ça arrive dans la ville, c'est une solution très intéressante. Dernièrement aussi, on a ce qu'on appelle un arbre à algues, c'est-à-dire des micro-algues qui captent en fait le CO2 à travers un système qui est en expérimentation à l'Échange Jaurès, qui permet d'avoir un air moins pollué en fait. Donc ça, c'est une expérimentation que si elle marche, et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, on pourrait dupliquer dans des endroits qui sont très contraints d'un point de vue écologique, avec la respiration et l'air qui est très, très pollué. Il y a un certain nombre d'initiatives donc, qui sont vraiment... Alors, je parle du patrimoine de l'Office d'HLM, mais c'est aussi une volonté au niveau du patrimoine communal, parce que la métropole, la ville de Toulouse, a un certain nombre de bâtiments qui sont des passoires énergétiques, il faut le dire, ne serait-ce que par exemple les écoles. Et il y a un vrai travail, chaque fois qu'on construit bien sûr une nouvelle école, elles sont aux normes, pas de souci. Et quand on rénove des écoles, et il y a un programme de rénovation ambitieux, tout est mis en œuvre de façon à ce qu'on ne se retrouve pas avec des perditions d'énergie extraordinaires. Moi qui suis maire de quartier, je siège dans les conseils d'école, je peux vous dire que l'hiver, il fait froid. On n'a plus que 5 minutes. Et l'été, pardon, en juillet, il fait très chaud. Donc il y a beaucoup de progrès encore pour être notamment en conformité avec les ambitions de la loi. Pardon. Je voudrais poser une question à Stéphane. Comment imaginer des immeubles intelligents? Donc on a parlé de mobilité, on a parlé d'habitat en général, on a parlé de plein de choses. Comment imaginer des immeubles intelligents sans pour autant se limiter à l'intelligence numérique? Ah oui, alors parce qu'en fait, le numérique, effectivement, aujourd'hui est partout. Il y a effectivement plein d'applications qui sont développées pour faciliter la vie de chacun. Mais il y a aussi, bon, il y a pas non plus que du bien dans le numérique. Il y a aussi des fois des déviances. Je peux parler juste de Waze, par exemple, qui règle des problématiques des individus, mais qui n'est pas forcément au service de l'ensemble des individus, puisqu'en fait, ça déporte sur des axes secondaires des zones de circulation, et ça peut créer des nuisances dans certains quartiers résidentiels. Donc ça, la technologie fait pas tout. Là, en l'occurrence, sur la conception des immeubles, on va dire, d'une façon générale, des bâtiments,
Effectivement, tout n'est pas que affaire de technologie, il y a aussi des usages à prendre en compte et donc les équipements en fait des habitats en eux-mêmes. Si vous n'avez pas prévu dès le départ des espaces verts dans les résidences, vous n'allez pas pouvoir les créer avec du numérique. Vous allez peut-être essayer de végétaliser les façades ou en mettre sur le toit, mais vous n'allez pas pouvoir tout faire. Donc en fait, c'est aussi ça, le côté non numérique de l'innovation, c'est d'anticiper les changements pour pouvoir satisfaire le plus grand nombre dans la conception des bâtiments. Donc les impacts récents du Covid qu'on constate, c'est un peu plus d'espace au sein des séjours pour pouvoir avoir un coin pour les espaces de travail à domicile. C'est avoir des balcons un peu plus grands. Alors avoir des balcons un peu plus grands, ça peut être éventuellement de la modularité. Mais c'est pas forcément très simple à réaliser techniquement. Donc concrètement, c'est peut-être travailler des espaces intérieurs-extérieurs avec des systèmes de véranda ou de pergola qui permettent en fait finalement d'avoir une espèce de zone tampon qui peut faire intérieur-extérieur et qui serait modulable dans le temps. Au même titre, si on prend en compte les problématiques de vieillissement de la population avec les personnes âgées, c'est peut-être envisager des logements modulables qui permettent à un moment donné d'avoir des grands appartements parce qu'on a ses enfants et puis à un moment donné ils partent, on va peut-être louer à d'autres gens et puis après quand on va être un peu plus âgé, on va peut-être proposer à des gens de venir partager l'habitat avec vous pour finalement vous s'occuper plus ou moins de vous. Voilà, donc c'est aussi ça de travailler sur la conception en fait des ouvrages à proprement parler, et pas nécessairement que avec le numérique. Encore une question ou un commentaire? Quelque chose à rajouter? Ah, j'ai pas vu, pardon. Alors, deux types de réponses, une très concrète et une un peu plus abstraite. Je vais commencer par l'abstraite et terminer par la concrète, ce qui est plus sympathique et plus utile. L'abstraite, c'est toute la théorie des réseaux. Tous les vivants fonctionnent sur des réseaux et des réseaux qui sont connectés. Et c'est pour ça que la ville est plus efficace. La ville où il y a plus de gens, plus de réseaux sociaux, produit plus d'innovation, aussi plus de crimes, parce que ça n'est pas que dans un sens, grâce au fait que les gens communiquent et que cette communication, c'est ce qu'on appelle une boucle rétroactive, permet à l'organisme d'ensemble de réagir à ce qui marche et à ce qui ne marche pas. Et en fait, c'est pas très difficile de voir comment ces systèmes fonctionnent par la participation de tout le monde, de même que nous avons appris, en tout cas de temps en temps, à faire confiance aux gens qui disent ce produit est bon ou ce produit n'est pas bon. Quand il y a 15 000 personnes qui vous disent, quand il y a 3 personnes qui vous disent c'est un bon restaurant, c'est pas nécessairement bien, mais quand il y a 25 000 personnes qui vous disent c'est un bon restaurant, vous pouvez y aller mieux. Donc il y a toute une théorie des réseaux que Geoffrey West, dont j'ai parlé, témoigne. Et puis, un cas concret, merde, j'ai oublié. Oui, Éric Charéron. Vous connaissez Éric Charéron? Éric Charéron, c'est un des responsables de Keolis. Keolis, c'est une boîte qui fait les tramways dans beaucoup de villes, le déplacement urbain. Lui, il dit, c'est absolument idiot de dire la ligne 5 de bus, de tramway, de métro, de ce que vous voulez, le lundi transporte 5000 personnes et le mardi 3000, etc. En fait, il fait des études concrètes pour montrer que on croit qu'au total, le maximum, c'est 5000 personnes. Mais si on prend dans le détail, on découvre que les 5000 personnes du lundi et les 3000 personnes du mardi,
ça ne fait pas 8000 personnes, mais ça ne fait pas 5000 personnes au total. C'est que dans la diversité des 7 jours de la semaine et du mois et de l'année, on arrive sur une ligne qui fait passer a priori 5000 personnes maximum par jour, on arrive à voir que ça concerne 25 000 ou... Enfin, les chiffres de ma tête n'ont aucune importance. 25 000 personnes. Et donc, il y a des gens qui travaillent sur comment tenir compte, notamment dans les transports publics, de choses de détail pour ne pas s'en se tenir à l'approche globale et totalisante, si vous voulez. Il est exactement l'heure d'arrêter. Merci beaucoup.